On va donc passer au dossier numéro 3. Donc il s'agit d'un homme de 50 ans qui vous consulte pour des œdèmes des membres inférieurs. Ce patient présente une maladie de Crohn qui évolue depuis 15 ans malgré un traitement par Immurel. Il a toujours des poussées de colite et également des fissures et des abcès anaux à répétition. Ces œdèmes sont présents depuis quelques semaines et ont résisté à un traitement par le furosémide qui est l'Azilix. Il se plaint également de vertiges au lever et de décharges électriques dans les pieds et les chevilles. Et il a toujours 5 selles liquides par jour. À l'examen, vous retrouvez une pression artérielle à 110-60, une fréquence cardiaque à 60 par minute. L'auscultation cardio-pulmonaire est normale. L'abdomen est sensible dans son ensemble. Vous retrouvez une hépatomégalie à 2 travers de doigts, des œdèmes des membres inférieurs qui remontent jusqu'aux lombes. À l'examen neurologique, la sensibilité des membres inférieurs est diminuée en chaussettes et les réflexes ostéotendineux achilléens sont abolis, alors que la motricité est respectée. Donc chez ce patient, quelles sont les causes d'œdème que vous évoquez? Biologiquement, vous retrouvez une natrémie à 128, une kaliémie à 3,5, une réserve alcaline à 27, une urée à 15, une créatinine à 250, des protides à 45 et une CRP à 100 mg par litre. Les leucocytes sont à 9600, l'hémoglobine à 10 grammes, les plaquettes à 176 000. Et à la bandelette urinaire, vous retrouvez une protéinurie isolée à 4 croix. Quel est votre diagnostic syndromique? Pour la question numéro 3, quelles sont vos hypothèses étiologiques et quelle est la plus probable? Comment vous confirmez cette hypothèse? Pour la question numéro 5, vous suspectez une hypotension artérielle orthostatique devant les vertiges. Comment la recherchez-vous et quelle en est la cause? Pour la question numéro 6, quelle est la physiopathologie de l'hyponatrémie chez ce patient et comment la corrigez-vous? Pour la question numéro 7, on vous demande d'interpréter cet examen. Quel est votre traitement? On va donc passer à la correction. Donc je vous rappelle qu'il s'agit d'un patient de 50 ans qui a une maladie de Crohn depuis 15 ans, qui résiste à un traitement par Immurel et qui vient vous consulter pour des œdèmes, avec également une symptomatologie neurologique. Donc les causes d'œdème que vous pouviez évoquer chez ce patient. Donc pour les causes d'œdème, c'est simple, il y en a assez peu. Donc la première cause d'œdème, c'est l'insuffisance cardiaque, qu'elle soit gauche ou globale, qu'elle soit droite, gauche ou globale. Ensuite, pour expliquer des œdèmes, vous pouvez avoir une hypoalbuminémie. Pourquoi? Puisque l'hypoalbuminémie va être responsable d'une baisse de la pression oncotique, l'eau va passer dans le secteur interstitiel et être responsable d'œdème. Les causes d'hypoalbuminémie, quelles sont-elles? C'est le syndrome néphrotique, la dénutrition, soit par une malabsorption digestive, soit par une entéropathie exsudative avec une fuite digestive de protides. Et enfin, vous aviez la cirrhose. Une dernière cause d'œdème, c'est le myxœdème lié à l'hypothyroïdie. Donc les examens biologiques vous montraient ces différentes anomalies. Donc vous notez une hyponatrémie, une insuffisance rénale, une hypoprotidémie, un syndrome inflammatoire avec une CRP à 100 et une protéinurie à la BU, ainsi qu'une anémie. Donc quel est votre diagnostic syndromique? Vous avez un patient qui présente des œdèmes avec 2 choses à noter ici. Une hypoprotidémie inférieure à 60 grammes par litre et une protéinurie à 4 croix à la bandelette urinaire. Tout ça avec des œdèmes devait vous faire évoquer un syndrome néphrotique. Donc, le diagnostic de syndrome néphrotique, il est biologique. Donc, il faut une protéinurie supérieure à 3 grammes par 24 heures et une hypoprotidémie inférieure à 60 grammes par litre, ou, mais vous ne l'aviez pas ici, une albumine inférieure à 30 grammes par litre. Une fois que vous avez fait le diagnostic de syndrome néphrotique, vous devez préciser s'il est pur ou impur. C'est très important, ça fait partie des mots-clés et ce sera coté à part. Donc pourquoi ce syndrome néphrotique est impur? Parce que vous aviez une insuffisance rénale. Les autres critères pour parler de syndrome néphrotique impur qui étaient absents chez ce patient, c'est une hypertension artérielle et une hématurie. Si vous avez soit une insuffisance rénale, soit une HTA, soit une hématurie, c'est un syndrome néphrotique impur. Pour que le syndrome néphrotique soit pur, il ne faut qu'il n'y ait ni insuffisance rénale, ni HTA, ni hématurie.
les hypothèses étiologiques pour expliquer un syndrome néphrotique. Donc là, vous rentriez dans le cadre d'un syndrome néphrotique impur avec simplement une insuffisance rénale sans hématurie. Devant toute néphropathie glomérulaire, donc vous devez d'abord évoquer les causes primitives. Donc, les causes primitives devant un syndrome néphrotique sans hématurie. C'est d'abord la GEM, qui est par argument de fréquence, puisque c'est la première cause de syndrome néphrotique idiopathique chez l'adulte. Ensuite, vous pouviez évoquer une amylose AL primitive. Vous pouviez également évoquer... Donc, les deux principales choses que vous deviez évoquer, c'était la GEM et l'amylose. Vous auriez également pu penser à 3 choses, à une LGM, une HSF et une maladie de Berger. Ces 3 hypothèses ne sont pas plausibles. Pourquoi? D'abord parce que dans la LGM, il n'y a pas d'insuffisance rénale. Donc ça éliminait le diagnostic. Ensuite, dans la HSF, il y a le plus souvent une hypertension artérielle. Or, ce patient avait 11,6 de tension. Donc c'est très peu probable. Et enfin, une maladie de Berger n'était pas plausible puisque le patient n'avait pas d'hématurie. Donc il y avait 2 causes primitives à évoquer ici. C'était la GEM et l'amylose AL. Ensuite, dans les causes secondaires, vous pouviez rechercher donc une GEM secondaire. Donc cette GEM secondaire, elle peut être liée soit à une hépatite B, soit à un cancer. Chez ce patient qui présente une maladie de Crohn, on aurait pu évoquer un cancer colorectal. Et ensuite, vous pouviez évoquer une amylose secondaire. Et cette amylose secondaire, elle serait soit AA, dans le cadre de la maladie de Crohn, soit AL, par exemple, dans le cadre d'un myélome. On aurait également pu évoquer une néphropathie IgA secondaire à la maladie de Crohn, qui est le pendant de la maladie de Berger. Mais comme pour la maladie de Berger, c'était très peu probable puisqu'il n'y a pas d'hématurie. Enfin, on aurait pu évoquer une néphropathie diabétique, mais il n'y avait pas de notion de diabète dans l'énoncé. Donc là encore, 2 principales hypothèses, une GEM secondaire et une amylose secondaire, soit AA, soit AL. Quelle est l'hypothèse la plus probable? C'est bien l'amylose AA. Pourquoi une amylose AA? Et cette amylose AA, elle serait secondaire. Secondaire à une inflammation chronique. Cette inflammation chronique, elle peut être expliquée par 2 choses. À la fois par la maladie de Crohn qui n'est pas contrôlée et également par les infections anales répétées. Ensuite, donc les arguments, donc comme tout à l'heure, donc toujours le terrain. Donc il y a une maladie de Crohn qui évolue. Ensuite, le délai est compatible. Le patient a une maladie de Crohn qui évolue depuis 15 ans. Le syndrome glomérulaire, donc c'est un syndrome néphrotique impur sans hématurie ni hypertension artérielle, ce qui est important. Et vous aviez également plusieurs signes extra-rénaux avec à la fois une neuropathie qui était mixte, végétative avec très probablement une hypotension artérielle et une neuropathie sensitive douloureuse. Et vous aviez également des signes d'infiltration viscérale avec une hépatomégalie. Donc la conjonction de tout cela fait que vous devez penser à une amylose AA secondaire. Comment vous pouvez confirmer le diagnostic d'amylose AA? Donc là encore, il faut préciser comment vous faites le diagnostic. C'est un diagnostic anatomopathologique. Donc pour cela, vous devez faire une biopsie. Cette biopsie, vous allez l'analyser à la fois en microscopie optique. Donc en microscopie optique, vous allez voir sur la coloration au rouge Congo des dépôts amyloïdes. Ces dépôts sont rouges, se situent donc dans les tissus et quand vous appliquez une lumière polarisée, ils deviennent biréfringents, c'est-à-dire qu'ils deviennent jaune-vert. Et vous allez également faire une immunofluorescence. Donc la microscopie optique, ça fait le diagnostic positif d'amylose. Et l'immunofluorescence, ça permet de faire le diagnostic étiologique et de préciser de quel type d'amylose il s'agit. Donc soit d'une amylose AL, soit d'une amylose AA. Et donc là, vous allez voir des dépôts de protéines SAA avec un sérum anti-SAA. Et vous allez également demander le sérum anti-chaîne légère d'immunoglobuline qui devra être négatif. Donc, pour faire ce diagnostic anatomopathologique, vous devez demander une biopsie. Cette biopsie, elle doit être de la moins invasive à la plus invasive. Et dès que vous avez fait le diagnostic, vous vous arrêtez.
Donc, en première intention, vous allez biopsier des organes qui sont facilement accessibles. Donc, en numéro 1, ce sont les glandes salivaires accessoires. Ça prend un quart d'heure, ça ne fait pas mal et ça a un rendement assez bon. Ensuite, si la biopsie des glandes salivaires est négative, vous pouvez demander une biopsie de la graisse sous-cutanée abdominale ou de la sous-muqueuse rectale. En deuxième intention, vous allez faire, si vous n'avez pas pu faire le diagnostic avec les 3 premières biopsies, une biopsie d'un organe touché. Donc là, vous aviez plusieurs organes touchés. Vous aviez le rein, donc puisque vous aviez un syndrome néphrotique. Vous pouviez également faire une biopsie hépatique, puisqu'il y avait une hépatomégalie. Et enfin, une biopsie neuromusculaire, puisque vous aviez une neuropathie périphérique. Donc on fera en priorité soit une biopsie hépatique, soit une biopsie rénale, puisque la biopsie neuromusculaire est douloureuse et peut laisser des séquelles. Donc retenez bien que pour l'amylose, le diagnostic est histologique, que vous devez faire le diagnostic positif d'amylose sur le rouge Congo et le type d'amylose sur l'immunofluorescence, et que vous essayez de faire des biopsies les moins invasives possibles et vous vous arrêtez dès que vous avez le diagnostic. Vous suspectez une hypotension artérielle orthostatique, comment allez-vous la rechercher et quelle en est la cause? Donc, pour mesurer une hypotension artérielle orthostatique, pour rechercher une hypotension artérielle orthostatique, vous devez mesurer 2 choses, la pression artérielle et la fréquence cardiaque. C'est la mesure de la pression artérielle qui va vous faire le diagnostic de l'hypotension orthostatique et la fréquence cardiaque vous permettra d'en définir la cause. Donc pour cela, vous laissez votre patient allongé pendant au moins 15 minutes sur le dos. Ensuite, vous prenez la pression artérielle, donc couché, puis debout à 0, 1 minute, 3 minutes et 5 minutes. Et vous faites le diagnostic si la pression artérielle systolique chute de au moins 30 mm de mercure et ou la diastolique qui chute d'au moins 20 mm de mercure. Ensuite, vous regardez la fréquence cardiaque. Soit il y a une tachycardie compensatrice, soit il n'y en a pas. S'il n'y a pas de tachycardie compensatrice, vous devez penser à une neuropathie végétative. Chez ce patient, vous aviez plusieurs étiologies possibles. C'était une origine multifactorielle. D'abord, vous pouviez évoquer la neuropathie végétative dans le cadre de l'amylose. Et ensuite, vous pouviez évoquer une hypovolémie efficace, à la fois secondaire au 3e secteur lié au syndrome néphrotique et à la fuite de l'eau et du sel dans le secteur interstitiel et au traitement par diurétique. Alors, quelle est la physiopathologie de l'hyponatrémie et comment la corrigez-vous? Donc, je vais vous montrer comment on raisonne sur une hyponatrémie. Donc, d'abord, devant une hyponatrémie, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est défini par une natrémie inférieure à 135 millimoles par litre. La première question devant une hyponatrémie, c'est de savoir s'il s'agit d'une hyponatrémie vraie ou non. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit bien d'une hyponatrémie hypoosmotique avec une hypoosmolarité? Donc, pour cela, vous demandez au laboratoire de mesurer l'osmolalité plasmatique. Si cette osmolarité plasmatique est normale ou augmentée, il s'agit d'une fausse hyponatrémie. Et donc on parlera d'hyponatrémie iso ou hyperosmolaire. Les causes de fausse hyponatrémie, qu'est-ce que c'est? Donc il y en a plusieurs, c'est l'hyperprotidémie, en particulier dans le cadre d'un myélome où vous avez la sécrétion de grandes quantités de protides. Ensuite, vous avez l'hyperglycémie, et très souvent, en cas d'hyperosmolarité sur un diabète ou d'acidocétose diabétique, vous allez avoir une hyponatrémie. Si vous corrigez la natrémie par la glycémie, vous allez voir qu'en fait la natrémie est normale. Donc, il faut bien souvent penser que c'est une fausse hyponatrémie. Enfin, vous avez donc l'hypertriglycéridémie, qui se voit assez rarement et uniquement dans des hypertriglycéridémies d'origine familiale. Et enfin, ça peut se voir après les intoxications au glycocol, donc quel produit qu'on utilise pour les résections de prostate.
Donc, une fois que vous avez éliminé cette fausse hyponatrémie, en mesurant l'osmolarité plasmatique, vous devez donc vous poser la question de l'origine de l'hyponatrémie. Donc, si cette hyponatrémie est vraie et est bien hypoosmotique, la première chose à faire, c'est d'évaluer le secteur extracellulaire. Donc, cette hyponatrémie hypoosmotique, elle correspond à une hyperhydratation intracellulaire. Le sodium est toujours le reflet du secteur intracellulaire, jamais du secteur extracellulaire. À ce moment-là, une fois que vous savez que vous avez une hyperhydratation intracellulaire, vous regardez le secteur extracellulaire. Et dans ce cas, vous avez trois possibilités. Soit vous avez un secteur extracellulaire qui est augmenté avec une hyperhydratation extracellulaire, et dans ce cas-là, il s'agit d'une hyperhydratation globale. Et donc là, vous retenez, ce sont les causes d'œdème. Donc insuffisance cardiaque, syndrome néphrotique, cirrhose, hypoalbuminémie par entéropathie exsudative ou dénutrition. Ensuite, vous pouvez avoir un secteur extracellulaire diminué, donc une déshydratation extracellulaire. Dans ce cas, ça veut dire que vous avez plusieurs choses. D'abord que vous avez une fuite d'eau et de sel. Et donc, soit vous avez une fuite de sel supérieure à la fuite d'eau, ce qui explique que vous ayez une déplétion sodée et une hyponatrémie. Et il y a également deux mécanismes associés. D'abord, vous avez une compensation par le patient qui va boire, mais qui va seulement boire de l'eau et qui va oublier de manger du sel. Donc, les apports d'eau libre. Et enfin, vous pouvez avoir une activation de l'ADH, de l'hormone antidiurétique liée à l'hypovolémie. Et donc, parfois, le mécanisme compensateur va un petit peu au-delà de ce qu'il faudrait. Et donc, vous allez réabsorber plus d'eau que ce qu'il ne faudrait et ça participe à l'hyponatrémie. Donc, dans l'hyperhydratation intracellulaire associée à une déshydratation extracellulaire, trois mécanismes. Soit une fuite de sel supérieure à la fuite d'eau, soit une compensation par de l'eau libre, soit une sécrétion un peu trop avancée d'ADH. Et enfin, la dernière chose, c'est quand vous avez un secteur extracellulaire normal. Donc, en cas de secteur extracellulaire normal, donc il y a deux possibilités. Soit il s'agit d'un SIADH, donc une sécrétion inappropriée d'hormones antidiurétiques, soit il s'agit d'une potomanie. Donc, pour faire la différence entre SIADH et potomanie, donc, pour le SIADH et la potomanie, vous allez regarder plusieurs choses. D'abord, vous allez regarder la diurèse. Donc, en cas de SIADH, puisque vous réabsorbez de l'eau, la diurèse est effondrée. En cas de potomanie, c'est simplement que le patient a bu énormément d'eau et qu'il a dépassé les capacités d'excrétion de l'eau par le rein, et donc la diurèse va très souvent être augmentée. Si vous regardez les urines, en cas de SIADH, elles vont être concentrées, les urines vont être foncées, et en cas de potomanie, les urines vont être extrêmement diluées, elles vont être très très claires, puisqu'il y a quand même une excrétion d'eau dans le rein. Et enfin, donc, pour faire le diagnostic entre les deux, vous faites une restriction hydrique. En cas de SIADH, l'anatrémie ne va pas se corriger tout de suite, ça ne modifiera ni la concentration des urines, ni l'osmolarité urinaire. Et en revanche, en cas de potomanie, vous aurez donc la diurèse qui va diminuer, les urines qui vont se concentrer et l'osmolarité urinaire qui va augmenter. Donc le dernier examen dont je vous parle, c'est vous mesurez l'osmolarité urinaire. Donc
En cas de SIADH, l'osmolarité urinaire est très augmentée puisque les urines sont concentrées. Et en cas de potomanie, l'osmolarité urinaire est très abaissée puisque c'est un défaut de concentration des urines. Et quand vous faites une restriction hydrique, l'osmolarité urinaire n'est pas modifiée dans le cadre du SIADH et en revanche, elle augmente dans le cadre de la potomanie. Donc chez notre patient, quelle est la cause de l'hyponatrémie? Donc, chez notre patient, il y avait bien une hyponatrémie hypoosmotique, puisque vous aviez une hyperhydratation globale. Vous aviez une hyperhydratation extracellulaire qui se manifestait par une augmentation du poids et les œdèmes. Cette hyperhydratation globale, elle est liée à quoi? Elle est liée à une diminution de la pression oncotique. Cette diminution de la pression oncotique, elle est engendrée par l'hypoalbuminémie liée à la fuite urinaire de protides, dans le cadre du syndrome néphrotique. Ensuite, donc ça c'était la première cause d'hyponatrémie chez ce patient. Ensuite, il y avait une insuffisance rénale, donc il peut y avoir un défaut d'excrétion de l'eau lié à l'insuffisance rénale. Et enfin, vous avez une sécrétion d'ADH liée à l'hypovolémie efficace, induite par le syndrome néphrotique. Donc ces trois mécanismes participent à l'hyponatrémie. Donc quand vous avez une hyponatrémie, pour savoir comment la traiter, il faut réfléchir sur la cause. Ici, la cause, c'est la fuite de protides, la sécrétion d'ADH et l'insuffisance rénale. Vous devez donc traiter la cause, donc traiter le syndrome néphrotique, et vous devez faire une restriction hydrosodée puisque le patient a des œdèmes, et vous ferez une restriction hydrique plus sévère que la restriction sodée. Et vous allez poursuivre les diurétiques pour faire perdre les œdèmes malgré l'hyponatrémie, puisque la cause ici, c'est une hyperhydratation. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'il faut corriger lentement l'anatrémie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire corriger lentement l'anatrémie? C'est de moins de 1 millimol par heure. Pourquoi? Parce que là, il s'agit très probablement d'une hyponatrémie chronique, et cette hyponatrémie est parfaitement tolérée puisqu'il n'y a pas de signe neurologique. Et quel est le risque de la correction trop rapide d'une hyponatrémie? C'est la myélinolyse sans trombotine, et la myélinolyse sans trombotine donne des Lockton syndromes avec des tétraplégies. Donc ça peut être extrêmement grave et pas réversible. Donc devant une hyponatrémie chronique parfaitement tolérée, soit vous la respectez, soit vous la corrigez de façon très très lente. Il n'y a d'indication à corriger rapidement une hyponatrémie que si elle se manifeste par des symptômes neurologiques avec une confusion, des troubles de conscience liés à l'œdème cérébral. Pour la question numéro 7, on vous demandait d'interpréter cet examen. Donc d'abord, vous devez dire de quel examen il s'agit. Il s'agit d'une électrophorèse des protides plasmatiques. Ensuite, on vous donnait les fractions sans vous donner leur nom. Donc il fallait dire quelles étaient ces fractions. Donc ici, vous aviez l'albumine. En numéro 2, vous aviez les alpha-1 globulines. En numéro 3, les alpha-2 globulines. En 4, les bêta-globulines. Et en 6, les gamma-globulines. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que l'albumine est à 19,6 grammes par litre. La normale est à 30 grammes par litre. Donc, il y a une hypoalbuminémie. Ensuite, vous voyez ici une grande hyper-alpha-2 globulinémie. Donc, les alpha-globulines, la limite, c'est plutôt 6. Donc là, c'est vraiment augmenté. Ensuite, vous voyez enfin que les gamma-globulines normales devraient être comme ça. Or là, elles sont simplement ici. Donc vous avez une grande hypogamma-globulinémie et les gamma-globulines sont inférieures à 6 grammes par litre. Donc, il s'agit d'une électrophorèse des protides plasmatiques. Vous constatez une hypoprotidémie, puisque le total est inférieur à 60 grammes par litre, une hypoalbuminémie, une hyperalpha-2 globulinémie et une hypogamma-globulinémie. Et vous devez également dire que les alpha-1 et les bêta-globulines sont normales. Alors, donc ce profil électrophorétique, il est compatible avec quoi? À la fois avec l'inflammation prolongée et le syndrome néphrotique, qui vont donner, donc pour le syndrome néphrotique,
une hypogammaglobulinémie, une hypoprotidémie et une hypoalbuminémie par une fuite des protides. Et pourquoi une hyper-alpha-2-globulinémie? Parce qu'il y a une hypersécrétion des protides réactionnels par le foie, et en particulier du fibrinogène qui se trouve dans les alpha-2. Pour l'inflammation prolongée, c'est la même chose, c'est que vous avez une hypersécrétion des protéines de l'inflammation, le fibrinogène, l'orosomucoïde qui se trouve dans les alpha-2 globulines, et par compensation, vous avez une diminution de la sécrétion des gamma-globulines et de l'albumine. Donc, quel est votre traitement? Donc, vous devez absolument hospitaliser votre malade. Donc, le traitement étiologique. Le traitement étiologique, c'est le traitement de la maladie de fond, c'est-à-dire la maladie de Crohn. Donc, pour cela, vous devez prendre en charge le patient, faire prendre en charge le patient par les spécialistes, c'est-à-dire les gastro-entérologues, et vous allez prendre une décision collégiale. Donc, chez ce patient, la maladie de Crohn a résisté au traitement par immunosuppresseur. Donc, vous avez plusieurs options. Soit vous décidez de poursuivre le traitement immunosuppresseur et donc de faire un traitement médical, donc soit la poursuite de l'Immurel, soit associer des corticoïdes. Et maintenant, vous pouvez également associer les anticorps anti-TNF-alpha, le Remicade. Ensuite, vous pouvez lui proposer des antibiotiques, et en particulier le Flagyl, le métronidazole. Soit vous discutez d'un traitement chirurgical avec une colectomie qui permettra d'éradiquer la maladie. Surtout, vous n'oubliez pas d'éradiquer les foyers infectieux, et en particulier les foyers anaux, fissures et abcès qui participent à la pérennisation de l'amylose A et qui vont freiner pour un traitement immunosuppresseur. Donc la chose importante dans l'amylose A, c'est le traitement étiologique, c'est de traiter la maladie de Crohn, donc soit les immunosuppresseurs, soit les antibiotiques, soit un traitement chirurgical, et surtout, vous n'oubliez pas d'éradiquer les foyers infectieux. Ensuite, pour le traitement symptomatique, donc le traitement symptomatique, ça va d'abord être le traitement du syndrome néphrotique, et donc on n'oublie pas la néphroprotection comme d'habitude. Ensuite, donc cette néphroprotection, elle va comporter d'abord un traitement antiprotéinurique. Vous allez mettre un traitement par IEC à dose progressivement croissante. Ce qui va vous gêner ici, c'est l'existence de l'hypotension artérielle orthostatique. Donc vous serez peut-être gêné pour augmenter les doses. Et il faudra bien sûr surveiller la créatinine pour s'assurer que la fonction rénale ne se dégrade pas. Il faudra également corriger les autres facteurs de risque cardiovasculaire et contre-indiquer comme d'habitude les médicaments néphrotoxiques. Pour le traitement des œdèmes, on en a parlé tout à l'heure, c'est la restriction hydrosodée et les diurétiques de Lens, le furosémide. Il faut également traiter les douleurs neurogènes. Donc pour cela, vous allez mettre des antalgiques actifs sur les douleurs périphériques neurogènes. Et vous allez prendre en charge l'hypotension orthostatique. Donc vous allez faire porter au patient des bas de contention et éventuellement lui donner du Gutron. Ce patient présente un syndrome néphrotique assez sévère, il présente une maladie de Crohn, il est donc dénutri, et donc ça c'est extrêmement important. Si ce patient est dénutri, il ne pourra pas guérir, donc il faut le renutrir. La troisième chose, c'est le traitement préventif. Donc le traitement préventif, d'abord des complications du syndrome néphrotique et en particulier des complications thromboemboliques. Le syndrome néphrotique est un grand pourvoyeur de thrombose, surtout veineuse, mais aussi artérielle. Et donc, chez ce patient qui a moins de 20 grammes d'albumine, vous devez faire une anticoagulation efficace. Donc, cette anticoagulation efficace, c'est une héparine non fractionnée puisqu'il a une insuffisance rénale avancée et qui sera ensuite relayée par des AVK. Donc la limite pour savoir si on fait une anticoagulation efficace ou préventive, c'est l'albumine. Si elle est inférieure à 20 grammes, vous avez une grande fuite de protéines anticoagulantes dans les urines, vous faites une anticoagulation efficace. Si elle est supérieure à 20 grammes, c'est une anticoagulation préventive. Ensuite, vous allez prévenir la dyslipidémie, les infections. Et vous allez également prendre en charge les complications du traitement. Et donc, encore une fois, attention aux infections. Un soutien psychologique, la surveillance de l'efficacité et de la tolérance du traitement, et la LD30 également.
qu'on pourrait rajouter ici. Quand vous avez un dossier qui est très riche comme ça, donc respectez bien le schéma traitement étiologique, symptomatique et préventif, et vous énumérez les problèmes posés par le malade. Donc ce malade, il posait comme problème une maladie de Crohn, donc il faut traiter la maladie de Crohn, un syndrome néphrotique, donc il faut traiter le syndrome néphrotique, et des infections anales, donc il faut les traiter. Donc les points importants. Quand vous avez une amylose, il faut préciser le type d'amylose. Est-ce qu'il s'agit d'une amylose AA? Est-ce qu'il s'agit d'une amylose AL? Et s'il s'agit d'une amylose AL, vous devez préciser si elle est primitive ou secondaire. Pour le traitement, c'est le traitement de la cause en cas d'amylose secondaire. Donc si c'est une amylose AA, vous traitez la cause de l'inflammation prolongée, une polyarthrite, un Crohn, une infection chronique. Et si c'est une amylose secondaire, une amylose AL, à ce moment-là, il faudra traiter par exemple un myélome. Pour le principe du traitement du syndrome néphrotique sur une amylose, il est essentiellement symptomatique, donc c'est la néphroprotection par les IEC et la prise en charge des œdèmes. Les oublis ici, les PAMI 0, c'était oublier le traitement de la maladie de Crohn, oublier les IEC et surtout oublier l'anticoagulation efficace. J'insiste là-dessus parce que c'est souvent un point que vous oubliez.